Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue dans Afrique Midi. Tout de suite, nous partons avec les titres. L'espoir d'un avenir meilleur est permis pour les enseignants au Cameroun, a affirmé hier la ministre camerounaise de l'Éducation de base à l'occasion de la 20e édition de la Journée mondiale de l'enseignant. Dilma Rousseff en tête du premier tour de la présidentielle brésilienne. La présidente sortante affrontera lors du second tour Aécio Neves. Hier dimanche, l'enseignant était à l'honneur au Cameroun. Les manifestations relatives à la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant se sont déroulées au palais polyvalent de sport de Yaoundé. Le thème de cette 20e édition, investir dans l'avenir, investir dans l'enseignement, une interpellation adressée à l'ensemble de la communauté éducative. Mobilisation exceptionnelle des enseignants dans ce palais des sports de Yaoundé pour cette célébration de la 20e édition d'une fête où la communauté internationale honore les oubliés du savoir. L'enseignant, pour moi, c'est un moment fort, un moment de réflexion, un moment où tout enseignant doit se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Qu'est-ce que je dois faire présentement et qu'est-ce que je devrais faire pour l'avenir de notre pays? Pour cette apothéose au terme d'une semaine d'activités plurielles, le corps diplomatique et pas moins d'une demi-douzaine de membres du gouvernement entourent la ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adjidja Alim. Journée bien particulière aussi pour ces 9 récipiendaires récompensés pour leur dévouement. De l'hymne des enseignants à la dernière articulation du programme, le rôle de l'enseignant, son mal-être, ses inquiétudes et ses espoirs ont marqué discours, chants, sketchs des intervenants. En bonne place, ce 5 octobre figure aussi le thème proposé par l'UNESCO, investir dans l'avenir, investir dans les enseignants. La ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adjidja Alim, y voit une interpellation de tous les acteurs. Ce terme fort évocateur nous interpelle tous. Pour permettre à l'enseignant de bâtir cet avenir dont nous rêvons tous, il faut lui en donner les moyens. Ces moyens ne sont pas que matériels, loin s'en faut. Ces moyens sont également intellectuels, psychologiques, voire sociopolitiques. On n'aura pas oublié que le 5 octobre de chaque année reste avant tout des moments de retrouvailles entre collègues. Les forces de l'Union africaine et les soldats somaliens se préparent à reprendre le contrôle de Barawe, une ville côtière du sud de la Somalie que contrôlaient les miliciens Shebab depuis 2006. Pour les islamistes, il pourrait s'agir d'un nouveau coup dur, un mois après la mort de leur chef suprême tué début septembre par une frappe aérienne américaine. Selon les sources, l'offensive serait prévue pour ce lundi. Après l'attaque d'un détachement du bataillon nigérien au Mali vendredi dernier, le ministre nigérien de la Défense a effectué une mission samedi à Gao et Menaka dans le nord du Mali pour rendre visite et remonter le moral des vaillants soldats de son pays. Il a réaffirmé l'engagement du Niger à poursuivre cette mission. Je vous propose de l'écouter. Je suis là porteur d'un message du président de la République. Il m'a demandé de vous transmettre d'abord toutes ces félicitations pour le comportement qui a toujours été le vôtre depuis que vous êtes sur ce théâtre d'opération. Ça fait bientôt une dizaine d'années. Et vos encouragements. Je me demande aussi de vous transmettre les condoléances de toutes les forces de défense et de sécurité du Niger, ses propres condoléances et les condoléances du gouvernement de la République. Vous avez donc le message de soutien du président de la République. Je voudrais vous dire que ce qui est arrivé hier est lâche. En Sankou,
je traduis, vos capacités professionnelles sont sûres de tout le monde, de ceux-là justement qui s'abritent sous je ne sais quoi pour attenter à vos vies lâchement. Ils vous connaissent sur le terrain. Alors démontrez-leur que ces lâches assassinats-là ne peuvent pas émousser votre détermination. L'Organisation des Nations Unies décide d'engager de grands moyens dans la lutte contre Ebola en Sierra Leone. L'ONU annonce un important déploiement en personnel, médicaments et autres moyens logistiques. Pendant ce temps, la situation se dégrade sur le terrain. Terrible constat face à l'épidémie d'Ebola. Les pays infectés par le virus sont confrontés à une insuffisance d'infrastructures, de personnel de santé et de systèmes de surveillance de propagation de la maladie. Les contaminations sont principalement causées par la dégradation de la situation sanitaire sur place. La bataille contre le virus nécessite un déploiement de personnel, de médicaments et des équipements à tous les niveaux. Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des personnels soignants touchés ou tués par le virus. En formant ces personnels à utiliser correctement l'équipement de protection, ils peuvent travailler en toute sécurité et ne sont pas contaminés à leur tour. Pénurie d'équipements de protection individuelle, mauvaise utilisation des masques et des gants, surcharge de travail des équipes médicales, ces facteurs expliquent la proportion élevée des personnels soignants infectés. À cela s'ajoute aussi l'absence d'infrastructures pour incinérer les corps et le manque d'ambulances et de transports. L'UNMIR se concentre à apporter des réponses au niveau de la logistique pour obtenir plus d'hélicoptères, de voitures, de motos pour les agents de santé communautaires au niveau des accès au transport. Autre préoccupation, le nombre élevé d'orphelins, 4000, ce nombre pourrait doubler dans les prochaines semaines. Non seulement ces enfants ont perdu leurs proches, mais beaucoup sont rejetés par leurs amis et voisins par peur de contamination. Quelques centaines sont prises en charge par des ONG, mais la majorité d'entre eux n'ont pas cette chance. Présidentielle au Brésil, la présidente sortante Dilma Rousseff est arrivée en tête du premier tour hier lors du scrutin. Elle affrontera le social-démocrate Aécio Neves, arrivé devant la militante écologiste Marina Silva. Son parti est au pouvoir depuis 12 ans. Elle a aussi l'intention d'y rester. Dilma Rousseff s'est adressée à ses partisans, combative car elle le sait déjà, le second tour s'annonce serré. Comme nous le disions au temps de la lutte, de la résistance, la lutte continue. Et je veux le répéter, la lutte continue. Une lutte qui sera sans doute, une fois de plus, victorieuse. Face à elle, le candidat centriste Aécio Neves, surprise de ce scrutin, accueilli en héros par ses militants dans son fief de Belo Horizonte. Il est arrivé en deuxième position au terme d'une remontée spectaculaire en fin de campagne. Il demande maintenant au Parti socialiste de Marina Silva, arrivé troisième, de le soutenir pour battre Dilma Rousseff. Ma candidature n'est pas celle d'un seul parti. Elle est celle d'un ensemble d'alliances au service de tous les Brésiliens, de ces Brésiliens qui ont la capacité de s'indigner, mais aussi la capacité de rêver. La candidate malheureuse Marina Silva n'a pas encore donné de consigne de vote. Ses partisans sont dépités. Elle était un temps donné favorite du scrutin. Le peuple brésilien doit maintenant se prononcer sur son avenir. Entre une continuité à gauche et un virage libéral, le second tour aura lieu le 26 octobre. Direction Hong Kong à présent. Après une semaine de blocage et de contestations, la vie reprend peu à peu. Certains manifestants ont levé le camp. La fédération étudiante, quant à elle, ne compte rien lâcher. Après une semaine quasiment chômée, ces employés reprennent de nouveau le chemin de leur travail. Et les écoles ont rouvert leurs portes. Le mouvement pro-démocratique Occupy Central semble donc perdre du terrain. Je respecte leur droit d'expression, mais ils doivent aussi respecter notre droit à retourner travailler. L'artère principale de la ville s'est pour l'heure presque entièrement vidée de ses occupants, mais beaucoup ont déjà promis de revenir plus tard. La police
n'est toujours pas intervenu, mais la lutte, qui dure depuis le 28 septembre, laisse des traces. Je suis content qu'il ne se soit rien passé, mais en même temps, je crois que j'espérais qu'il se passe quelque chose pour qu'on en finisse rapidement avec ça. Nous sommes tous épuisés et nous ne tiendrons plus très longtemps. J'espère que le gouvernement se montrera plus sincère, parce qu'il a le pouvoir et doit faire preuve de bonne volonté. Nous sommes de la base et n'avons aucun pouvoir. Donc, nous n'avons aucune raison d'abandonner. Ce repli ne signifie pas pour autant la fin du mouvement. Beaucoup souhaitaient ainsi éviter de nombreuses heures après les affrontements qui ont eu lieu dans le quartier commerçant de Mongkok. Les manifestants pourraient à nouveau se regrouper dans la journée dans un autre quartier de la ville. Nouveau rebondissement au Mexique dans l'affaire des 43 étudiants disparus. 2 criminels viennent d'avouer avoir tué 17 d'entre eux. Des aveux qui surviennent après la découverte d'un charnier. Les 2 hommes passés aux aveux appartiennent au gang Guerreros Unidos. Ils disent avoir tué 17 des 43 étudiants disparus. Et coup de théâtre, ils affirment qu'un chef de la police locale est impliqué. Et les détenus ont dit clairement que l'ordre d'aller sur le site où se trouvaient les étudiants a été donné par le directeur de la sécurité publique municipale, Francisco Salgado Valladares, et que l'ordre de les emmener et de les éliminer a été reçu d'un homme surnommé Chucky, leader des Guerreros Unidos. Une trentaine de corps ont été retrouvés près d'Iguala, là où les étudiants ont disparu. Le 26 septembre, ils sont venus manifester dans cette ville contre la réforme de l'enseignement. Alors qu'ils s'apprêtent à rentrer chez eux, la police locale et des hommes non identifiés tirent sur eux. Plusieurs étudiants sont tués et selon des témoins, des dizaines d'autres sont emmenés vers une destination inconnue. Depuis, une trentaine de personnes ont été arrêtées. Le directeur de la sécurité publique et le maire d'Iguala ont pris la fuite. Du côté des proches des étudiants, on reste mobilisés et incrédules. Nous sommes là parce qu'il manque toujours à l'appel et le soi-disant gouverneur de l'État de Guerrero ne nous donne que des explications fausses. Nous le savons, nos enfants sont en vie. Des tests génétiques sont en cours pour identifier les corps retrouvés près d'Iguala. Il pourrait s'agir de l'un des pires crimes au Mexique depuis le début de la guerre contre les narcotrafiquants en 2006. C'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Nos programmes continuent. À très bientôt.